Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, nous reprenons donc nos travaux. Je souhaite la bienvenue au Laboratoire de la santé publique du Québec de l'Institut national de santé publique du Québec. Bienvenue à la Commission de la santé et des services sociaux. Je vous invite à vous présenter. Vous disposez de 10 minutes pour faire votre exposé et suivra ensuite les échanges avec les parlementaires. Bienvenue à la Commission. Merci. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, membres de la Commission, je me présente, Jean Longtin, je suis médecin spécialiste en microbiologie et infectiologie et médecin-chef au Laboratoire de santé publique du Québec, le LSPQ, qui est intégré à l'intérieur de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique. Je suis accompagné de Mme Micheline Fauvel, qui est la directrice adjointe du laboratoire et responsable du secteur d'analyse de permis. Donc, nous vous remercions de l'invitation pour participer aux consultations particulières portant sur le projet de loi 118. Et d'entrée de jeu, je tiens à vous dire que l'INSPQ croit fermement que ce projet de loi aura un impact bénéfique sur l'amélioration de la qualité et de la sécurité des usagers pour les services rendus dans les laboratoires hors établissement, c'est-à-dire privés. L'INSPQ est un centre d'expertise et de référence en matière de santé publique. C'est un organisme expert qui a pour rôle de partager les connaissances scientifiques les plus à jour sur différents enjeux de santé publique pour éclairer les prises de position. Le LSPQ est le laboratoire de référence en microbiologie et en santé publique et soutient les laboratoires du réseau. Il est aussi mandaté par le ministère pour l'élaboration de programmes de contrôle de qualité dans les disciplines de biologie médicale. En extension de ce rôle, le LSPQ a reçu en 1993 le mandat du ministère d'étudier les demandes de permis, de lui recommander l'émission. En ce sens, nous avons une équipe multidisciplinaire qui documente, analyse, assure un suivi et, au besoin, demande des corrections. À titre indicatif, le LSPQ a traité en 2016 2820 demandes de permis pour les cliniques radiologiques, médicales, dentaires, de chiropractie et de podiatrie, englobant plus de 8800 appareils. En biologie médicale, ce sont 67 permis couvrant les différents domaines d'activité d'environ 40 laboratoires privés qui ont été délivrés. Étant impliqués quotidiennement dans l'application de la loi en vigueur et de son règlement, nous saisissons l'invitation pour communiquer nos observations, partager des préoccupations et apporter quelques précisions au projet de loi à l'étude. Donc, on va débuter par les deux ajouts notables du projet qui ont été d'ailleurs soulevés par les intervenants précédents. La principale amélioration qui sera apportée par le projet de loi est l'obligation qui sera faite au laboratoire de biologie médicale, sauf ceux de la recherche, au laboratoire d'imagerie médicale et au centre de physiologie respiratoire d'obtenir un agrément pour les services qu'ils dispensent. Un agrément est la reconnaissance de la mise en place d'un programme de gestion de la qualité sanctionné par un organisme dûment reconnu. Ceci implique l'implantation et l'application de procédures pour assurer la qualité des activités effectuées, pour évaluer la compétence du personnel et pour identifier les indicateurs et ainsi mesurer les objectifs du programme. Le projet de loi précise que tout laboratoire visé devra, dans un délai de 3 ans, à compter de la délivrance d'un premier permis, obtenir l'agrément des services qu'il dispense auprès d'un organisme d'agrément reconnu. À notre avis, l'obligation d'obtenir un agrément constitue un bénéfice net pour la qualité des services rendus aux patients, et ceci nous apparaît le changement le plus significatif au projet de loi 118. Le second changement majeur apporté par le projet est au niveau de la portée de la loi, qui a été modifiée à plusieurs égards. Premièrement, la définition de laboratoire de biologie médicale a été élargie pour inclure les analyses de biologie délocalisées, aussi connues sous le terme de ADBD. Les analyses délocalisées sont des analyses de biologie médicale effectuées à proximité de l'usager ou à l'endroit où il se trouve, sur ordonnance médicale, par des professionnels de la santé habilités à le faire, et ce, à l'extérieur d'un laboratoire spécifiquement consacré à la biologie médicale. Par exemple, une analyse rapide de streptocoque faite en pharmacie sur un prélèvement pharyngé est une ADBD. Ce résultat peut conduire à une modification de la thérapie et doit être inscrit au dossier médical. En établissement, ces analyses sont sous la supervision du laboratoire concerné qui doit en assurer la gestion complète en termes d'efficacité, de traçabilité et de sécurité. Donc, nous interrogeons donc sur le cadre légal et réglementaire pour superviser ces ADBD, qui sont actuellement faits dans les cliniques médicales, des GMF et, comme on l'a dit, certaines pharmacies. Des précisions réglementaires seront certainement à prévoir. Et est-ce qu'il y aura des exceptions à l'application de cette mesure, comme par exemple les techniques d'automesure? Ceci dit, cette extension de la définition nous apparaît comme un levier supplémentaire pour encadrer la qualité de ces analyses faites hors laboratoire. La seconde modification de portée concerne l'ajout de l'échographie à la définition de l'imagerie médicale.
Comme on a entendu tantôt, une belle définition d'échographie regroupe l'échographie à fin diagnostique et l'échographie ciblée. Donc, dans son terme le plus large, des procédures comme les Doppler, les fibroscans, des bladder scans ou cystométrie seraient maintenant inclus à l'intérieur de la loi. Dans un autre sens, un cabinet médical qui fait les suivis de grossesse, comme on l'a souligné précédemment, deviendrait aussi un laboratoire d'imagerie au sens de la loi. Ce changement de portée de loi est venu positivement, en ce sens qu'il étendra les obligations de qualité actuellement attendues pour les autres champs d'imagerie médicale au champ de l'échographie. La troisième modification de portée au projet de loi est que la génétique est maintenant incluse à la définition d'un laboratoire de biologie médicale. Cet ajout est bienvenu et clarifiera grandement les interventions du mandataire, en l'occurrence le LSPQ. Enfin, la quatrième modification de portée est l'inclusion des analyses effectuées à des fins de recherche ou de développement, et ceci est aussi vu positivement. Finalement, nous aimerions vous suggérer 5 éléments à considérer pour bonifier le projet de loi. Premièrement, il nous semblerait utile de prévoir un permis provisoire lorsqu'un nouveau laboratoire de biologie médicale entre en fonction, avant d'accorder un permis d'opération non restrictif, notamment en termes d'agrément. Deuxièmement, nous aimerions que soient éclaircis certains problèmes liés à la sous-traitance, qui est un phénomène émergent, notamment pour les laboratoires étrangers qui sous-traitent pour des analyses prélevées au Québec ou vice-versa, les laboratoires québécois qui sont les sous-traitants de laboratoires hors juridiction. Troisièmement, nous aimerions porter à votre attention que l'évolution rapide des technologies demande un ajustement constant des normes. Or, le projet de loi précise que c'est par règlement que le gouvernement peut prescrire ces normes et nous désirons nous assurer que ces mises à jour se feront aisément et en temps opportun. La quatrième suggestion vise à s'assurer que le mécanisme de versement des résultats au dossier Santé Québec, le DSQ, suivra l'élargissement de la portée de la loi. Et finalement, concernant l'article 34 qui stipule qu'il est interdit aux titulaires d'un permis de donner à quiconque, directement ou indirectement, des primes, cadeaux, échantillons ou ristournes destinés à attirer la clientèle, nous aimerions qu'il y ait un mécanisme d'obligation de transmission de ces infractions déontologiques aux mandataires afin qu'ils puissent appliquer l'article. Donc, en conclusion, ce projet de loi met en place des objectifs qui vont améliorer la qualité et la sécurité des services offerts aux citoyens. Nous soutenons, premièrement, l'obligation de posséder un agrément pour les laboratoires de biologie et d'imagerie médicale, car c'est un formidable outil pour améliorer la qualité des services. Deuxièmement, nous soulignons que la portée est modifiée substantiellement en incluant les analyses de biologie délocalisées et l'échographie. Et troisièmement, l'élaboration du règlement en découlant sera d'une importance capitale à nos yeux, afin de fournir les assises permettant son application et l'atteinte des objectifs. Les orientations ministérielles précises pourront ainsi soutenir une gestion efficace des demandes de permis. Ainsi, M. le Président, nous espérons que les préoccupations soulevées et les recommandations que nous formulons permettront d'alimenter la réflexion de la Commission quant au projet de loi à l'étude. Donc, on est maintenant prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr. Lontin, pour votre exposé. Nous allons débuter la période des échanges avec le député de Lapinière et ministre de la Santé et des Services sociaux. Vous disposez d'un bloc de 16 minutes. À vous la parole, M. le ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, Dr. Lontin, Mme Fauvelle, merci de vous présenter aujourd'hui et de venir nous entretenir de vos commentaires sur le projet de loi qui sont certainement extrêmement pertinents compte tenu de votre expertise et de votre mandat à l'INSPQ. C'est ce que vous faites dans la vie. Ce genre de choses-là, de recommandations, bien sûr, c'est votre univers. Alors, c'est extrêmement important de recevoir vos commentaires. Je vais essayer de circonscrire l'ensemble de vos commentaires dans les 16 minutes, maintenant 15 qui m'est imparti, parce que vous avez touché plusieurs éléments de façon très spécifique et de façon très pertinente. Je vais commencer simplement par informer ceux qui nous écoutent et les collègues qui n'ont peut-être pas, surtout notre collègue de Mercier que j'informe, là, il n'a pas compris la portée des commentaires là, sur l'échographie ciblée. La question ici n'est pas de protéger le territoire de l'un ou de l'autre. Vous l'avez bien dit vous-même, parce que d'entrée de jeu, vous avez reconnu, je pense, l'importance d'avoir un contrôle de qualité, là, et ça vaut pour ce type d'échographie-là, qui, sans aucun doute, non seulement va se développer, mais doit se développer, mais encore faut-il que ça se développe dans un encadrement qui, lui,
soit un qui protège le public. L'objet de ce projet de loi-là, à la case départ et à la case d'arrivée, c'est la protection du public, c'est pas la protection territoriale d'un ou de l'autre, là. On peut faire des débats sur le financement public, une spécialité, c'est pas ça. L'objet du projet de loi, là, pour le bénéfice de tout le monde, c'est la protection du public, point à la ligne, parce que vous êtes certainement à même que moi de savoir que, et je vais utiliser un anglicisme, là, le free for all, la liberté absolue, ne garantit pas toujours la qualité. On peut dire ça comme ça, sans exagérer. Alors, ce commentaire-là étant fait, je vais y aller je vais revenir sur l'échographie un peu plus tard parce que c'est intéressant, mais il y a d'autres éléments que je ne veux pas oublier parce qu'ils sont plus techniques. Et je vais commencer par un des éléments que j'ai évoqués, si vous étiez là à ce moment-là, avec le Collège des médecins. Vous, s'il y a quelqu'un dans ceux qui viendront ici faire leurs commentaires, si une organisation qui a une grande expérience dans les deux domaines, que ce soit clinique et la recherche académique, les laboratoires universitaires, c'est probablement plus vous autres. Alors, les laboratoires, pour vous, là, est-ce qu'ils doivent être inclus ou non dans ce projet de loi-là? Je parle du côté académique, je parle du côté universitaire. On a entendu ce matin, c'est pas une critique, c'est leur opinion, c'est correct, c'est à ça que ça sert, c'est un endroit de débat ici, le Salon Rouge, là. Alors, est-ce que vous considérez aussi qu'un laboratoire à l'université, pour les examens dont on parle, doit être inclus dans la portée, dans l'application de la loi ou non? Effectivement, c'est une question excessivement pertinente. D'entrée de jeu, le domaine de la recherche, comme vous le savez très bien, est un domaine qui est déjà quand même passablement encadré à différents niveaux. Des groupes de recherche qui font de la recherche, exemple pharmaceutique, sont déjà encadrés par des normes, comme exemple les GLP, etc., qui sont excessivement strictes. Au niveau de la pratique médicale, évidemment, les projets de recherche doivent passer par un comité d'éthique qui est excessivement extensif en termes de réglementation, de contraintes, de limitations. Donc, il y a déjà quand même un cadre réglementaire, à mon avis, assez important de ce côté-là. Deuxièmement, les laboratoires, à notre compréhension, les laboratoires qui seraient à l'intérieur d'un établissement, comme un centre de recherche universitaire affilié à un hôpital, est-ce qu'ils feraient partie de la loi en étant, vu que c'est un établissement qui est public, donc il viendrait un peu sous la coupe des règles associées aux établissements. Donc, il resterait une petite fenêtre qui sont des laboratoires non associés à un établissement public qui font une recherche qui n'est pas encadrée par d'autres lois ou règlements qui passeraient, entre guillemets, entre les cracks du projet. J'en vois pas beaucoup, à mon avis, même on n'en voit pas vraiment. D'autant plus que le projet de loi ne stipule pas que le laboratoire de recherche n'aura pas de permis, n'aura pas besoin d'agrément. Donc, l'agrément est quand même un niveau un peu différent. Donc, dans le contexte où un laboratoire de recherche opère vraiment dans un cadre assez restreint, la façon dont c'est formulé dans le projet de loi, nous, ça nous apparaît tout à fait acceptable. Donc, la façon dont on le présente, ça vous apparaît raisonnable sur le plan de sa portée et de sa finalité, là. OK. Vous m'avez intrigué, puis je vais vous avouer que je ne pense pas avoir saisi toute la portée de votre propos quand vous avez parlé des laboratoires étrangers. Pourriez-vous élaborer un peu plus? J'ai expérimenté ça, moi, dans le passé. J'en ai vu de ce genre de choses-là. Ça peut poser un problème parce qu'on n'a pas de portée juridique sur l'exécution d'un test ou d'une analyse ou même de l'interprétation de certains résultats quand c'est envoyé à l'extérieur. Comment vous voyez ça plus précisément, là, pragmatiquement, et aviez-vous des suggestions plus précises à nous formuler à cet égard-là? Effectivement, la problématique des laboratoires étrangers est une problématique qui est multifacétaire. D'entrée de jeu, le laboratoire étranger peut opérer sans avoir, comme on l'a dit ce matin, ou plutôt cet après-midi, peut annoncer directement ses services via maintenant les canaux qu'on connaît maintenant avec Internet, tout ça, et un patient pourrait envoyer un échantillon qui s'est prélevé buccal directement au laboratoire et on ne le saura pas. Donc, ça, c'est une partie qui sera très, très difficile à encadrer. Par contre, certains organismes peuvent se présenter ici au Québec comme étant un laboratoire, mais sans offrir d'analyse locale et effectuer tout leur secteur analytique à l'étranger.
Et là, ça devient une problématique, premièrement au niveau de l'obligation d'avoir une prescription médicale pour effectuer le test, et deuxièmement, de l'obligation d'avoir un permis, vu qu'ils n'ont pas d'activité analytique faite sur place. Donc, il y a une espèce de loophole, si on passe l'anglicisme, actuellement, dont certains peuvent tenter de se prévaloir. Le troisième point, puis vous en avez fait mention en ouverture, c'est que la plupart de ces analyses-là sont souvent faites dans le cadre d'une demande de génétique. Et or, la génétique, vous l'encadrez dans le projet de loi en le définissant comme étant un domaine d'opération en bonne et due forme aux yeux de la loi. Et ça risque de donner peut-être plus de mordant aux interventions pour justement obliger les organismes qui se présentent comme étant un laboratoire, mais sans offrir d'analyse de laboratoire en génétique, pour les obliger à obtempérer aux demandes d'agrément, de permis, donc aux autres règles associées à la loi. Donc, la façon que le projet de loi est formulé en définissant la génétique comme étant un domaine d'application, probablement va nous aider à répondre à cette problématique de sous-traitance envers des laboratoires étrangers. À l'inverse, par contre, certains laboratoires au Québec peuvent être des laboratoires sous-traitants pour une organisation étrangère. C'est le commerce, donc on peut faire les analyses ici, des fois un meilleur coût, et être le sous-traitant d'une autre juridiction. Et ça aussi, ça soulève des questions d'un point de vue réglementaire, parce que, comme vous l'avez dit, pour faire une analyse, on a besoin d'une ordonnance, une prescription médicale. Or, quand l'analyse a été faite, prélevée dans un autre pays, dans une autre juridiction où les règles sont différentes, qui peut avoir ou non une ordonnance, et que l'analyse est faite ici au Québec, ça met le laboratoire québécois dans une drôle de position parce qu'ils font une analyse pour une autre juridiction, mais sans avoir nécessairement la prescription médicale sous les yeux, comme on dit. Donc, cette problématique-là devrait faire l'objet, probablement à l'intérieur du règlement, de considérations pour éclaircir leur rôle et surtout obligations en regard de l'obligation d'avoir une prescription médicale. Très intéressant la conversation que l'on a, parce que ça m'amène à un autre niveau qui s'approche de votre juridiction à vous, qui est le suivant, puis je vais reprendre l'exemple que vous venez de donner. C'est vrai qu'en génétique, et c'est très vrai en génétique, que c'est un monde en constante évolution, d'une part, qui est très dépendant de la performance en recherche, et qui fait que les joueurs capables de donner de la qualité ne sont pas toujours capables de donner la qualité dans tout. Ils sont capables de donner de la qualité dans tout ce qu'ils font, mais ils ne peuvent pas tout faire. C'est comme ça qu'il faut le dire. Alors, il y a des tests génétiques qu'on fait que d'autres ne font pas, parce que c'est très fin, très précis. Là, vous savez tout ça, je le dis surtout pour les collègues. Et inversement, il y a des gens à l'extérieur, du Québec ou du Canada, ou encore d'Amérique du Nord, qui développent des tests qui sont très fins, très précis, qu'on ne fait pas. Puis là, à un moment donné, il y a, veut pas, du réseautage qui doit se faire dans le monde, en général occidental, performant, pas par opposition à quoi que ce soit, là, mais c'est là que ça se passe. Et là, on présume que tout le monde fait bien ces choses, parce qu'on n'a pas de juridiction. Bon, nous, on a cette responsabilité-là aussi. Puis là, oublions un petit peu l'international, parce que ça s'applique là, on postule que les autres font la même affaire. Et là, j'arrive à nous, au Québec. Est-ce que dans nos lois actuelles et nos réglementations, on a vraiment la capacité de déterminer que la qualité est produite, que l'équipement est de bonne qualité, que les procédures sont bien suivies, que les tests sont faits? Est-ce qu'on a vraiment la capacité d'aller chercher cette information-là? Autrement dit, nos réglementations, le pouvoir que vous avez, est-ce que vous aimeriez que ça soit plus renforcé, par exemple, plus spécifique, plus précis? Question très technique, je pense que Mme Fauvet peut-être. Mais je pense que c'est l'agrément qui est l'outil qui nous donne le plus grand espoir à ce sujet, de voir la qualité s'améliorer, parce que si on parle d'un laboratoire de biologie médicale, on va probablement vouloir définir, puis on va attendre les précisions réglementaires à ce sujet, mais il y a une norme qui a été développée pour les laboratoires de biologie médicale, qui est la norme ISO 15189, et c'est un programme d'agrément qui va faire en sorte qu'on va aller voir que le laboratoire a développé ses procédures, qu'il les implante,
qu'il fait les contrôles qui sont adéquats selon les procédures qu'il établit, qu'il documente ce qu'il fait le suivi de ses non-conformités, qui examine la compétence du personnel qui travaille dans le laboratoire et qui examine la formation continue qui est donnée au personnel aussi. Donc, je pense qu'à ce jour, c'est un des outils les plus performants que l'on a pour fournir un outil au laboratoire pour améliorer leur qualité, parce que les différentes étapes d'un programme de gestion de la qualité sont bien définies. Boucle de la conversation qu'on a eue avec le groupe précédent et d'autres. Ça fonctionne bien, je trouve, ce que vous dites, quand on est dans du technique pur, une chaîne analytique. Ça marche bien dans une chaîne analytique, c'est mécanique, ça se mesure et ainsi de suite. Pas toujours parfaitement, là, mais ça s'applique bien dans ce secteur-là. Il y a longtemps, vous faisiez référence, vous avez pris comme exemple dans votre présentation le cas d'un test microbiologique là, qu'on fait dans un GMF, là, peu importe le nom du test. Et vous avez fait référence à la nécessité de porter au DSQ le résultat. Dans le fond, quand vous nous dites ça, c'est qu'il y a quand même, pour certains examens à qui on donne un agrément ou un permis, il y a un certain flou en termes de substrat que l'on peut analyser. Puis là, je fais la boucle avec l'échographie, dont j'ai parlé avec Dr Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens. Quand on arrive à donner un permis ou ne pas donner de permis à l'échographie, c'est aussi comme le test biologique auquel vous faites référence, puis je vous demande votre opinion, là. Moi, je fais le parallèle, puis la question que je vous pose, est-ce que le parallèle, vous le considérez comme étant justifié? Si on a à faire l'analyse de cette chaîne-là, qui est de l'analyse anatomique, avec un appareil d'échographie, bien, il y a des éléments cardinaux sur lesquels on doit s'appuyer pour être certain que la qualité est là. Il me semble qu'il y a la formation. Mme Fauvel, vous avez parlé des technologues. Ça doit valoir pour les médecins puisqu'il n'y a pas de technologue dans ce cas-là. Mais ça doit valoir aussi pour la qualité de l'équipement, la machine. Et ça doit valoir aussi pour le document démontrant la conclusion, la chose sur laquelle on tire une conclusion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça si vous me dites que quand vous avez parlé du test de microbiologie, là, dans les GMF, vous avez semblé, j'ai senti dans votre propos qu'il y avait là une certaine, pas inquiétude, c'est pas le bon mot, là, mais qu'il y avait une réserve. Il fallait avoir l'assurance là qu'on ait un bon test, puis là je sais un peu ce dont vous allez parler, mais aussi colliger le résultat. Ne trouvez-vous pas que cette réserve-là devrait s'appliquer aussi, le parallèle est presque parfait avec l'échographie, non pas pour empêcher d'en faire, mais pour s'assurer que la qualité est au rendez-vous? Définitivement, je pense que c'est le fil conducteur, c'est la qualité du service. Que ce soit une imagerie ou un test de laboratoire, dans les deux cas, s'il y a un diagnostic qui est posé, puis une modification de la conduite clinique qui suit le résultat du test, en quelque part, ce test-là devient un test critique dans la prise en charge d'un patient. Et ce test-là, qu'il soit imagerie ou biologie médicale, doit être encadré en termes de normes de qualité, de traçabilité, d'efficacité. C'est certain que dans le domaine, autant probablement en imagerie qu'en biologie médicale, il y a un spectre de complexité qui va d'analyses excessivement simples à des analyses assez complexes. Donc, il y a quand même une adéquation à faire entre le niveau d'encadrement nécessaire et la complexité. Mais à la base, si c'est un test sur lequel il y a une conduite qui est décidée par le médecin, à mon avis, c'est un endroit qui doit être contrôlé par un mécanisme de qualité. Et parce que vous avez dit, je pense, des mots-clés, je pense que c'est la première fois qu'on les entend aujourd'hui. Traçabilité, c'est un mot-clé qui vient avec rétroaction, évidemment, pour le contrôle de qualité et ainsi de suite. Moi, je reçois ça très favorablement. Il me reste peu de temps. Je vais revenir un peu en arrière. Puis là, c'est purement technique. OK? C'est purement technique. Ça, c'est vraiment plus votre monde que le mien. Est-ce que, à votre connaissance, là, dans le monde des tests génétiques, on sait là, qu'actuellement, il y a bien du monde qui veulent faire un commerce avec des séquenceurs et ainsi de suite, là. Est-ce que, de votre avis, là, il est nécessaire d'encadrer ça parce qu'il y a une variabilité technique inévitable parce que c'est une machine qui doit être tunée, là,
différemment là, d'un milieu à l'autre. Ça, là, c'est un élément qui est très important selon vous. Définitivement. Là, quand on arrive dans le monde de la génomique, l'interprétation devient excessivement difficile parce que si on fait le parallèle, mettons, avec des tests de biochimie, on dose le sodium, la natrémie est basse, c'est haute, puis ça s'arrête là. Quand on arrive dans la génomique, on peut séquencer 1 million, 2 millions de paires de bases. Puis là-dedans, bien, techniquement, ça peut varier un peu à gauche, à droite. Donc, l'interprétation finale a beaucoup plus de nuances que dans d'autres tests plus classiques en biologie médicale. Donc, à mon avis, la génétique et la génomique doivent être encadrées. De plus, ce sont des analyses qui ont un impact énorme sur le devenir d'un patient. On a parlé ce matin, la prédisposition à un cancer, c'est pas banal comme diagnostic émis en termes de stress, en termes d'assurabilité au niveau du patient. Donc, ce sont des tests qui ont, à mon avis, un impact majeur en termes de complexité, en termes d'implication, et ils doivent absolument être encadrés. Et dans le projet de loi, en incluant la génétique comme étant un domaine d'opération, je pense que vous allez tout à fait dans la bonne voie. Longtemps, merci beaucoup. Ça me fait l'échange avec le ministre. Madame la députée Le Taillon, vous disposez de 9 minutes 36 secondes. À vous la parole pour votre échange. Merci, Monsieur le Président. Alors, Dr. Lontin, Madame Fauvel, merci, bienvenue, merci d'être ici. Moi, je veux vérifier un peu la somme de travail qui risque de vous incomber. On la sent un peu entre les lignes. Le fait que ce projet de loi-là soit approuvé. Vous parlez là, de plusieurs milliers, 2800 permis que vous évaluez à chaque année. Ça risque d'augmenter le nombre de permis ou d'augmenter en tout cas le temps nécessaire à l'évaluation de chaque dossier. Est-ce que vous avez apprécié à peu près de quelle façon ça augmenterait votre charge de travail? C'est une excellente question parce qu'évidemment, c'est l'augmentation de la portée avec les analyses qui ont été ciblées va augmenter la charge de travail si, au bout du compte, c'est le projet de loi qui est accepté dans sa forme actuelle. Par contre, de l'autre côté, le fait d'obliger l'agrément va nous simplifier un peu la vie à l'interne parce que l'agrément va aller chercher des détails, des informations qu'on doit actuellement aller chercher d'un autre côté. Donc, au final, la charge totale de travail va devoir être réévaluée à la lumière probablement aussi du règlement pour voir le niveau de détail qui est demandé exactement au niveau des permis. Mais on n'a pas été capable encore de quantifier avec exactitude qu'est-ce que ça va nécessiter en termes de ressources pour s'acquitter du mandat. Et l'organisme actuellement qui procède à l'agrément, parce qu'il y a quand même un agrément, c'est Agrément Canada, il y a Agrément Québec. Quel est l'organisme qui en fait? Et est-ce que, si c'est Agrément Canada, est-ce que ce sont les mêmes paramètres? Parce que là, on a une loi québécoise. Alors, comment s'assurer que Agrément Canada va couvrir? Est-ce qu'on devrait confier ça à Agrément Québec? Je laisserai Mme Fauvel répondre. Mais dans les laboratoires d'imagerie médicale, hors établissement, à l'heure actuelle, dans les cliniques radiologiques médicales, il y a un agrément qui est demandé et c'est Agrément Canada qui a développé un programme pour ces laboratoires-là. Dans les laboratoires, il y a le Conseil québécois d'agrément puis Agrément Canada offre un agrément pour les cliniques dentaires, mais à notre connaissance, c'est sur une base volontaire à l'heure actuelle. Donc, quel est le pourcentage des cliniques dentaires qui y participent? C'est une donnée qui nous est inconnue présentement. Et pour ce qui est des chiropraticiens puis des podiatres, à notre connaissance, il n'y en a pas de programme ni chez Agrément Canada, ni avec le Conseil québécois d'agrément. Donc, si ça devient une obligation, il va falloir trouver la solution pour combler cela. Dans les laboratoires de biologie médicale, il y a une norme qui a été développée spécifiquement pour les laboratoires, c'est la norme ISO 15189. D'accord. Donc, il y a quand même encore pas mal de travail à faire puisque le processus d'agrément n'est pas déjà existant là, dans un bon nombre de ce qu'on prévoit faire.
vous dites l'approbation, la mise à jour de normes, un mécanisme d'approbation de mise à jour de normes. Dans le projet de loi, on prévoit des visites d'inspection ou une revalidation du permis avec des années différentes, 2 ans dans certains cas. Et est-ce que vous trouvez que c'est correct? Est-ce que vous pensez que dans certains cas, ça pourrait être plus long, ça devrait être plus court? Quels sont les critères pour lesquels? Parce qu'il y a 2 normes différentes, là, deux critères de durée différents. Il y a certaines informations qui sont quand même requises à toutes les années. À l'heure actuelle, sauf pour les cliniques d'imagerie médicale, les permis sont émis pour 1 année seulement. Et donc, il y a une collecte d'informations auprès des laboratoires qui est faite à chaque année. Et qui est toujours le titulaire du permis? Qui travaille? Est-ce que les gens qui y travaillent sont membres d'un ordre professionnel? Est-ce qu'il y a des équipements qui ont changé? Si oui, quels sont-ils? Donc, il y a une collecte de mise à jour qui sera peut-être différente de ce que l'agrément obligatoire, lui, va demander, où ce sont des professionnels qui vont sur place et qui vérifient qu'est-ce qui a été instauré. Est-ce que et puis souvent les agréments, les visites sont aux 2 ou 3 ans. Donc, si on veut maintenir toujours une mise à jour un petit peu plus fréquente de certaines données, le permis annuel me semble adéquat. Mais je pense qu'on peut considérer aussi l'étendre un peu, mais il faut y mettre une limite pour être capable d'avoir une mise à jour d'informations pertinentes. Parce qu'il y a des secteurs qui peuvent évoluer plus vite aussi. J'imagine, en génomique, ça peut évoluer beaucoup plus vite. Aussi. Alors, dites-moi, dans vos fonctions, là, quand vous émettez un permis, est-ce que ça vous arrive d'avoir à visiter le milieu avant d'émettre le permis? Dans les laboratoires de biologie médicale, en fait, on n'émet pas le permis. C'est Monsieur le ministre qui émet le permis, mais on fait l'étude du dossier pour lui recommander ou non l'émission du permis. Mais on fait une visite dans les laboratoires de biologie médicale pour constater sur place certains des points que ce que les agréments vont faire peut-être de manière plus détaillée, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des procédures sur place, quels sont les employés, quels sont les équipements sur place. Oui, on le fait pour les laboratoires de biologie médicale. Seulement, donc pas les laboratoires. En imagerie médicale, on nous envoie l'information, puis on saisit dans des banques de données le détail de tous les équipements qui sont là. Et il y a une vérification aussi que les membres qui y pratiquent sont bien membres de leur ordre professionnel. Dans les organismes qui sont venus nous rencontrer ou dans les personnes, il y a des gens qui ont des formations très pointues. PhD en biochimie, par exemple, en génétique. Ces gens-là font du développement, ont des contrats à l'extérieur du Québec, vous avez fait mention tantôt, font des évaluations ou de la recherche. Est-ce que vous considérez que dans le contexte du projet de loi, cette recherche par des biochimistes serait exclue? Je peux commencer à aborder une première partie de la réponse. Ce que l'on voit dans le secteur privé qui est hors établissement puis hors du domaine académique à l'heure actuelle, ce sont des laboratoires qui souvent ont des contrats pour des organisations qui font de la recherche et ils vont recevoir les spécimens pour faire certaines analyses. Ce sont des laboratoires qui sont allés chercher souvent leur agrément puis qui répondent à des normes assez strictes de contrôle de qualité, mais qui reçoivent des spécimens déjà prélevés. Donc, ils travaillent pour des organisations ou des laboratoires de recherche qui, eux, ont déjà obtenu les accords, l'approbation de comités d'éthique pour faire leur recherche. Alors, ce qu'on voit présentement, c'est plus ça, des laboratoires qui ont des contrats pour faire la portion analytique de spécimens déjà prélevés chez des patients. D'accord. Mais est-ce que vous considérez qu'il serait inclus dans ce projet de loi et à ce moment-là qu'il devrait avoir un directeur médical ou non, là, selon ce qu'on verra dans les règlements?
Bien, à l'heure actuelle, il n'y a pas seulement des médecins qui peuvent être directeurs de laboratoires, entre autres d'un laboratoire de biochimie ou d'un laboratoire de microbiologie. Donc, on attend pour voir le détail des règlements qui découleront de ce nouveau projet de loi pour voir s'il y aura cette même ouverture. Mais oui, il y a des biochimistes cliniques qui sont directeurs de laboratoire et qui ont des compétences pour superviser les portions analytiques des analyses qu'ils font sur place et qui émettent aux autorités médicales, qui retournent aux autorités médicales les résultats des analyses effectuées. Et d'après vous, en général, est-ce que vous faites des évaluations? Est-ce que vous émettez certains permis pour ces gens-là? À l'heure actuelle, ceux dont on a connaissance, oui, parce que dans certains cas, et je ne sais pas si c'est encore la situation aujourd'hui, mais dans certains cas, il y avait des patients qui pouvaient se présenter pour certains prélèvements. Et donc, on voulait s'assurer que le prélèvement retournait toujours à un médecin responsable. Votre conformité, normalement, est appropriée dans les permis que vous analysez? À notre connaissance, oui. D'accord. Si vous aviez à estimer à peu près combien ça prendrait de plus en ressources humaines et peut-être financières pour assurer la gestion des nombreux permis supplémentaires? C'est difficile dans la mesure où on ne sait pas si les échographies et les analyses délocalisées feront partie de la portée de la loi et de son règlement. Mais mettons qu'on les prend comme elles sont là actuellement. Là. On a vu tantôt là, les échographies, ce serait plus difficile peut-être dans les cabinets privés, selon le ministre. C'est excessivement difficile, à mon avis, à mesurer, ne serait-ce parce qu'on ne connaît pas l'ampleur. On l'a vu tantôt, les représentants n'étaient pas capables eux-mêmes de nommer combien il y avait de leurs membres qui avaient ces technologies-là. Pareil pour les ADBD. Quelle est l'étendue actuelle au niveau provincial du déploiement de ces analyses-là? Donc, on aurait besoin d'avoir un peu de chiffres de la part des différents ordres concernés pour être capable d'estimer un peu plus le nombre de permis que ça va représenter. Ça m'a fait avec ce bloc d'échange avec l'opposition officielle. Maintenant, avec le deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député des Chutes de la Chaudière, vous disposez de 7 minutes. Merci. Première question, tout simplement, il y a combien de personnes qui travaillent dans votre organisme? Juste pour un ordre d'idée, je ne vous connais pas le... Au niveau uniquement du secteur d'émission des permis, on a actuellement... De 5 à 7 personnes, et puis qui sont là sur une base plus régulière, mais on fait appel à des spécialistes, que ce soit des physiciens ou des spécialistes en biologie médicale pour faire des visites. Donc, ils sont là à temps partiel. Ou pour examiner certains des rapports de vérification d'installations radiologiques que l'on reçoit. OK, merci. Dans votre conclusion, vous dites, par ailleurs, compte tenu des avancées technologiques rapides, l'Institut considère qu'il est important de prévoir un mécanisme d'approbation de mise à jour des normes autrement que par un processus de modification réglementaire. Quel est ce processus-là? Quand vous dites autrement que par... Qu'est-ce que vous avez en tête lorsque... Oui, bien, on réalise que le processus réglementaire est moins long que faire approuver une loi, mais la technologie change tellement rapidement. Il y a des normes pour être capable de mesurer la performance d'un équipement radiologique, par exemple, et ces normes-là, ces exigences-là peuvent devenir rapidement dépassées. Et donc, on pense que s'il y avait un comité d'experts qui était capable d'établir de nouvelles normes et de faire approuver par le gouvernement par la suite, ça pourrait, dans certaines circonstances, s'ajuster plus facilement et peut-être plus rapidement que d'attendre un règlement, une modification réglementaire. Je ne vous cacherai pas qu'un bon nombre de députés, on est sensible au pouvoir réglementaire, là, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur les règlements, là, même s'il y a un processus de consultation, là, mais c'est pas la même dynamique. Mais pourquoi
si vous parlez d'un comité de spécialistes, pourquoi ça prendrait l'approbation du gouvernement? Parce qu'au gouvernement, il y a de très bonnes personnes, mais ce n'est pas tous des spécialistes, là. Parce que une des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est que si on demande que des choses soient faites différemment, les gens vont dire, bien, de quel droit ou pourquoi est-ce qu'on devrait changer notre manière de faire? Pourquoi est-ce que ça devrait être ainsi? Donc, s'il y a une sanction quelconque et que ça fait l'objet, que ça fait l'objet d'un consensus parmi les scientifiques, les experts, et que ça reçoive une forme d'approbation formelle, on peut dire par la suite c'est plus facile d'appliquer des exigences et de dire voici ce que vous devez faire maintenant lorsque vous mesurez la performance de tel équipement. Je comprends plus pour une approbation qu'un refus ou qu'une modification des recommandations, mais je comprends le principe. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'il faudrait encadrer tout ce qui entoure la génomique. Là. Par règlement, on ne peut pas faire grand... Qu'est-ce que j'ai décodé tantôt de vos propos? Vous faites des analyses, là, il y a différentes variables, puis c'est sujet à chaque personne l'interprétation ou j'ai mal compris l'explication? C'est probablement moi qui ai parlé un peu vite, ça m'arrive des fois. La génétique en elle-même est un champ d'expertise médicale à part entière, comme l'hématologie, les pathologies, etc. Donc, l'interprétation de tests génétiques nécessite quand même une certaine expertise. Là où ça devient un peu plus délicat, d'où l'importance vraiment d'avoir un encadrement adéquat, c'est que ce sont des tests quand même plus complexes à interpréter que d'autres tests qui peuvent être interprétés par le corps médical plus large, par exemple. Dans certaines analyses, de base, un peu comme un bilan de cholestérol, bien, on peut les voir, bien les médecins vont être capables d'interpréter ça c'est haut, ça c'est bas. Quand on arrive dans les analyses de génomique en disant, écoute, il y a une mutation à tel endroit, à tel codon, ça prend une expertise qui est un peu plus poussée que l'expertise qui est, entre guillemets, de base chez un médecin. Donc, dans ce sens-là, la génétique doit être un peu plus formellement encadrée, puis le projet de loi le fait. Actuellement, la génétique tombe un peu entre deux chaises. Des fois, pour les besoins du permis, on va les mettre en pathologie, on va les mettre en biochimie. On essaie de les caser dans un autre domaine d'opération parce que la loi actuelle les a pas définis comme étant une spécialité à part entière. Donc, il y avait une espèce de flou autour de la spécialité de la génétique. Et comme c'est une spécialité qui a explosé en termes techniques et en termes de connaissances des dernières années, le fait qu'elle soit inclue à part entière dans la loi va nous faciliter les choses parce qu'à ce moment-là, on va être capable de la positionner vraiment comme une spécialité à part entière. OK. Donc, si je comprends bien, deux personnes qui verraient les mêmes choses, qui ont les mêmes compétences, arriveraient aux mêmes conclusions. Oui. Oui, OK. Oui. Merci. C'est beau, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député des Chutes de la Chaudière. Docteur Lontin, Madame Fauvel, représentant le Laboratoire de la santé publique du Québec de l'Institut national de santé publique du Québec. Merci de votre contribution aux travaux de la Commission. Je suspends quelques instants et j'invite l'Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec à venir prendre place. Alors, je suspends les travaux quelques instants.